Bonjour à tous les amis, bonjour à tous les frères et sœurs d'Afrique qui continuent la lutte incessable contre l'inaction, contre l'ignorance, car nous sommes sur les réseaux sociaux pour faire prendre conscience aux gens du monde qui les entoure, de ne pas être négligent devant les problèmes qui l'entourent, qui le cernent, en se disant que je suis impuissant devant une situation. Car parfois certaines personnes pensent être seules et donc refusent de lutter contre l'oppression, contre la discrimination, contre l'abandon de sa situation et se résignent à accepter un sort qu'il ne doit pas justement accepter. C'est parce qu'ils se résignent que les tenants du pouvoir sont donc capables de faire ce qu'ils font d'eux. Je vais tenter du mieux que je peux parler de cette situation catastrophique que vit la zone nord de Côte d'Ivoire depuis le temps colonial jusqu'en 2017. Les populations du nord se sont toujours considérées comme exclues de la Côte d'Ivoire, se sont toujours senties délaissées par le pouvoir en place. Malheureusement, n'ayant pas pris l'éducation académique ou de la vie même très au sérieux, ils sont restés assez ignorants devant certaines choses. Cette ignorance que le président actuel a réussi à manipuler et à installer dans l'esprit des gens du Nord un discours de délaissé par la nation, par l'État, d'abandonner, d'oublier. Et ce sont ces frustrations qu'ils ne savaient pas comment les sortir que Ado a exploité pour faire d'eux cette bombe humaine qu'on appelle la rébellion. Comment on est arrivé au stade où la vérité est telle que le Nord est vraiment, sur le plan de l'économie, sur le plan du développement, est vraiment abandonné. Et ce n'est pas la religion ou la connotation religieuse du président qui est en place qui crée l'abandon du Nord. Ceux qui étaient au Nord disent être musulmans en majorité. Ça a été aussi un des prétextes avancés par eux pour expliquer pourquoi ils ont été mis à l'écart du développement de la Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, leurs mêmes frères qu'ils ont mis au pouvoir, croyant que lui, étant du Nord, allait avoir un œil plus regardant sur la paupérisation du Nord due à l'abandon de l'État dans tous les projets de développement que l'État conçoit pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il est triste de constater que ceux qui ont mis leur espoir en ce président sont aujourd'hui les premiers à regretter même de l'avoir mis au pouvoir. Je ne sais pas combien de voyages il a fait au Nord depuis qu'il est élu, mais je ne crois pas que le nombre de voyages qu'il a eu à faire au Nord depuis qu'il est élu dépasse le nombre de voyages que Gbagbo a eu à faire quand il était au pouvoir, malgré que c'était divisé en deux. Mais aujourd'hui, en plus des tares de l'État dans la production d'économie, d'industrie, disons, de développement dans la zone du Nord, une autre gangrène s'est installée au Nord qui rend encore le Nord plus pauvre même qu'avant. Pendant l'occupation de 2002 à 2011, le Nord a été dépecé par les rebelles eux-mêmes pour former des zones. Et ceux qui étaient à la tête de chaque zone étaient appelés des comzones, des commandants de zone. Ils ont créé des zones dans lesquelles ils avaient pouvoir militaire, mais plus précisément pouvoir économique. Qui fait que chaque comzone et ses éléments étaient devenus des ministres de l'économie et des trésoriers publics. C'était donc eux qui géraient l'économie
des zones du Nord. Malheureusement, pour la Côte d'Ivoire, après la prise du pouvoir le 11 avril 2011 à la suite d'une guerre civile, Ado n'a pas pu, car n'a pas la poigne pour ça, arracher aux Comzones leur pouvoir et leur influence sur l'économie du Nord. Dans la zone extrême nord, la zone de Bunyali, Tengrela, cette zone, il y a de l'or qui est exploité aujourd'hui par des orpailleurs qui avaient pu s'installer là pendant l'occupation. Mais l'État a repris ses droits sur le terrain. Et comme je le dis, en fait, dans leur progression du centre de la Côte d'Ivoire de l'ouest vers le sud, ils n'ont fait que prendre les territoires du sud pour les ajouter aux territoires centre, nord et ouest qu'ils occupaient déjà, ces soldats mercenaires, disons, ces brigands. Ils n'ont donc pas libéré la Côte d'Ivoire, d'après eux, de Gbagbo le dictateur, mais ils n'ont fait que agrandir les zones d'influence qu'ils avaient. Voilà pourquoi aujourd'hui, même dans le sud, même dans la capitale, on a comme l'impression d'avoir encore des zones. C'est malheureux, mais c'est la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. C'est ce qui explique maintenant l'incapacité de l'État actuel, même s'il a la volonté de faire des choses pour le Nord, c'est ce qui fait que le pouvoir en place ne peut rien faire pour le Nord. Car le Nord est resté depuis 2002 otage des rebelles. Donc, ils n'ont pas libéré le territoire ivoirien pour remettre le pouvoir à un civil, Ado, pour qu'il réunifie la Côte d'Ivoire et fasse que l'État puisse être présent dans toutes les zones de la Côte d'Ivoire. Ils n'ont fait que récupérer les territoires du Sud pour se les approprier et les partager en zones. Toutes ces mutineries qui ont lieu ne sont que les conflits qu'ils faisaient eux-mêmes entre eux au temps de l'occupation. C'est parce qu'ils ont pris tout le pays que ça prend tout le pays. Sinon, entre eux-mêmes, chaque groupe se méfiait de l'autre groupe et parfois se tuait entre eux, comme le cas de Casse à Korogo en 2005. Il faut que l'État devienne fort. Mais l'État ne peut pas devenir fort avec un gouvernement amorphe, avec un gouvernement composé par les groupes rebelles. Car dans ce gouvernement, chaque groupe a son ministre. Et il est impossible à Ado lui-même de les exclure du gouvernement. On voit bien qu'il y a des ministres qui sont là depuis Père Lurette, qui ne foutent aucun travail sérieux, qui ne donnent aucun résultat de la mission qu'on leur a confiée et qui sont toujours ministres. Ce sont les ministres qui représentent la zone au gouvernement. Il y a solution pour développer le Nord. Il y a plein de solutions. Mais pour l'instant, on va essayer de comprendre cette tragédie qui se déroule actuellement dans la zone extrême nord, la zone de Bundiali, qu'on appelle la Bagoué. Des orpailleurs sont capables, sur un territoire national souverain, d'exploiter de l'or à des fins personnelles sans que l'État ne puisse même intervenir dans le processus d'exploitation de l'or de Côte d'Ivoire. Les populations locales les appellent orpailleurs clandestins. Mais moi, je trouve que ce n'est pas des orpailleurs clandestins. Ce sont des orpailleurs qui ont été importés par la Commission, comme je l'ai déjà dit, mais qui font toujours les activités à la manière du temps de Comzone. Donc, les quantités d'or qui leur sortent de la terre ne sont donc pas présentées à l'État de Côte d'Ivoire, mais sont présentées à ces Comzones qui les ont placées là. Quand il y a eu à enquêter sur le sujet haïtien avec les amis, ils ont été clairs avec moi, ils m'ont dit on ne peut pas les critiquer, les orpailleurs, car ils ont le soutien de personnes que toi-même tu connais.
Si on veut se plaindre trop, on risque de se faire tuer. Certains villages ont réussi à faire déguerpir les orpailleurs, mais ce n'est pas assez de villages sur le nombre de villages qui se plaignent. Et quand j'ai été sur les sites ivoiriens, à ma grande surprise, l'année passée, je pense, il y a des orpailleurs dans un village qui ont été capables de construire une école primaire, qui ont été capables de faire électrifier le village. Et le ministre avait inauguré tout ça. Ça veut donc dire que ces orpailleurs qui détruisent l'économie de la Côte d'Ivoire sont à la solde d'individus peu scrupuleux. On voit donc bien que les bandes armées qui ont attaqué et dépecé la Côte d'Ivoire n'ont rien fait d'autre que de continuer à exploiter et à sucer la Côte d'Ivoire. Je ne sais plus quel lait on peut tirer d'une vache qui est déjà maigre, qui n'a plus de lait. C'est ce qui fait que la Côte d'Ivoire est à l'agonie. On sait tous aussi que du cacao sort de la Côte d'Ivoire pour être vendu dans les pays voisins. Ce n'est pas caché, mais c'est moins que dans le temps ancien, mais ça existe toujours. Tant qu'on ne va pas résoudre les problèmes de processus, procès-là, il sera très difficile pour la Côte d'Ivoire de se remettre debout et de marcher en avant. L'espoir est toujours permis, mais il y a un temps pour agir. Après ce temps, ça devient très difficile de sortir des difficultés. Il faut que l'État, à travers son chef lui-même, puisse prendre le taureau par les cornes et remettre la discipline dans la Côte d'Ivoire. Car il est inconcevable que des personnes civiles ou militaires soient capables d'imposer à l'État de Côte d'Ivoire des systèmes d'économie que eux ils contrôlent. C'est seulement dans les États qui sont fantômes pratiquement qu'on voit ce genre de choses. En Côte d'Ivoire, l'État a démissionné de sa mission. L'État n'a même plus aucune solution pour aucune situation. L'État gère les choses par à-coup. Donc, le Nord sera toujours délaissé. Aujourd'hui, c'est pire car le Nord est exploité par des individus qui n'ont aucun souci pour le Nord. Mes frères et sœurs, tant qu'on va continuer à faire de la Côte d'Ivoire deux zones différentes, une zone économique forte au sud et une zone mendiante au nord, il sera toujours difficile d'obtenir la paix, car les cœurs frustrés augmentent de jour en jour. La Côte d'Ivoire annonce parfois avoir un taux de croissance extraordinaire, positif, bon, même souvent aidé par les amis du FMI de celui qui est au pouvoir. Il y a une chose qui m'a épaté. Un pays qui commence à connaître une stabilité économique, qui fait des résultats extraordinaires en économie, en si peu de temps, voit ses enfants de 12, 15, 16, 17 ans, 18 ans quitter la Côte d'Ivoire pour s'embarquer dans une aventure pratiquement sans destinée ou sans destination finale, si ce n'est pas la mort parfois dans la Méditerranée. Mais quand on voit le phénomène de près, quand tu causes avec certains jeunes de pourquoi à tout prix ils cherchent 3 millions ou 2 millions pour pouvoir aller en Europe, sachant bien que leur vie est hyper en danger, ils te disent eux-mêmes, même si je vais investir mes 2 millions ici en Côte d'Ivoire, ça sera compliqué. Car du jour au lendemain, ce que je vais créer comme affaire peut être fermé par un ministre qui veut faire un peu de zèle. Et la personne me rappelle, j'avais un magasin de vente de friperie au bord de la route. Je paye mes tickets à la mairie, mes patentes à la mairie sans problème. La mairie sait que j'existe en train de faire une activité commerciale, m'encaisse l'argent, ne se plaint pas. Et comme doit venir le président dans la ville et que je suis sûr au bord de la route qui mène de l'aérodrome de la ville au centre-ville, la mairie donc a décidé de casser les magasins en bordure de route. Je me suis retrouvé sans activité. Je préfère aller en Europe.
Donc, on voit bien donc que le phénomène d'aller en Europe n'est pas lié à une sorte de crise économique en Côte d'Ivoire, mais lié à une crise de confiance de la jeunesse dans les dirigeants. Avant, les Maliens, les Guinéens, les Burkinabés cherchaient à venir en Côte d'Ivoire pour être bien. Aujourd'hui, un jeune Malien qui a sur lui 1 million va préférer aller tenter la chance de passer la Méditerranée que de venir en Côte d'Ivoire pour faire sa vie. Car eux-mêmes vont te dire, il n'y a plus rien en Côte d'Ivoire. Parce que la vache Côte d'Ivoire n'a plus de lait à donner à personne. Et le pays est déjà pratiquement aux mains des multinationales. Le jour où on va vouloir extraire le fer dans la zone de Mans, le contrat sera forcément donné à Bolloré sûrement. Alors que l'idéal serait que le fer soit exploité par la Côte d'Ivoire pour en faire des barres de fer, pour faire des chemins de fer. Faire des routes n'est pas une mauvaise chose, mais c'est le but de faire la route qui doit faire réfléchir les gens. Actuellement, la route Odiéné à Bouniali est en train d'être faite. Quel est le flux de population entre Odiéné et Bouniali? Donc, faire une route d'Odiéné à Bouniali, je vois que ce n'est pas pour le développement, mais c'est plus pour faire plaisir à une zone d'où vient la mère du président. Quand je regarde Odiéné, où il n'y a aucun développement agricole, je ne sais pas ce qui va être transporté sur cette route. Donc, on ne fait pas la route pour faire la route. Moi, à la place de Yado, j'aurais fait un chemin de fer entre Odiéné et San Pedro, passant par Mans, bien sûr, Touba, Mans, Guessabo, Daloa, Issia, Gagnoa, Divo et San Pedro. Car cette route, cette voie, les trains peuvent transporter l'EVA, le cacao, le café et les produits vivriers comme le riz, le maïs et autres. Ce genre de tronçon, ce genre de voie de communication crée plus de richesse pour la Côte d'Ivoire qu'une route entre Odiéné et Boundiali. Car on est bien conscient que le nombre de personnes qui voyagent d'Odiéné à Bouniali est de loin très infime devant ceux qui voyagent de Bouniali à Abidjan et de Odiéné à Abidjan, ou dans le sens contraire. Mes chers amis, le Nord peut être sauvé par des programmes de développement ruraux. Malheureusement, le président n'a pas de solution dans ce sens. Malheureusement, il a un gouvernement qui n'a aucune fonction à part dire ce que le chef rebelle qu'il a mis dans le gouvernement lui demande de dire. Les microbes nous ont envahis, on ne peut rien leur faire. On a l'impression qu'ils sont couverts par le ministre de l'Intérieur lui-même. C'est grave pour la Côte d'Ivoire qu'un ministère ne puisse pas être capable, malgré la création du CCDO et de toutes les unités spéciales de police, de combattre un fléau qui n'est même pas fait en cachette. De grâce, chers frères et sœurs, luttons pour l'avenir de la Côte d'Ivoire et que la Côte d'Ivoire cesse d'être ce pays où on développe à double vitesse. Il faut qu'on cesse ce genre de programme politique. Un président doit toujours avoir un programme politique, économique et social, culturel même, qui trouve dans son panel tout le peuple ivoirien et non une seule zone. Ça fait des lustres que Adolme n'est pas allé au nord. Je ne pense pas qu'il soit au courant de comment la vie est au nord. On a l'impression que le nord ne l'intéresse pas du tout et qu'il n'est au pouvoir que pour gagner plus d'argent. Donc, il ne se préoccupe que de la zone qui remplissent les caisses de l'État. Le nord sera toujours délaissé tant que le nord lui-même ne va pas avoir des fils pour son propre développement interne. La première bataille pour le nord est de reconquérir lui-même le nord, l'arracher aux Comzones et se réapproprier le nord. C'est simple à faire.
c'est de mener des actions vigoureuses sur le plan légal pour que les orpailleurs leur payent des taxes et que les orpailleurs travaillent dans la légalité et non dans l'inégalité qui a lieu actuellement. Il faut qu'eux-mêmes reconnaissent que l'anacarde n'est pas la panacée à leurs problèmes et qu'ils doivent donc être capables de trouver des cultures qui les rendent autonomes et qui les rendent fiers eux-mêmes. Malheureusement, l'appât de l'argent et du gain les pousse à abandonner la culture vivrière pour l'anacarde, qui est devenue aujourd'hui et qui a pris le même chemin que le cacao. Sur ce, je souhaite un bon week-end à chacun et on se verra sûrement sous peu pour essayer ensemble de décortiquer et de comprendre ce qui se passe réellement en Libye quand nos frères y vont pour tenter de passer en Europe. Ce nouveau commerce triangulaire entre l'Afrique du Nord, l'Europe et le Moyen-Orient, le Proche-Orient, doit être débattu, car on a l'impression que cette immigration sauvage est en fait provoquée, suscitée par l'Europe elle-même. Les motifs pour lesquels l'Europe même encourage ce genre d'immigration, je vais en parler s'il plaît à Dieu dans la prochaine vidéo. Sur ce, bon week-end à chacun et à chacune. Merci.